En 2008 a eu lieu la pire crise financière mondiale et surtout américaine depuis la Grande Dépression. Tâchons maintenant d'en comprendre les principaux ressorts. Le point de départ de cette crise est une gigantesque bulle financière, non pas sur le marché boursier, mais sur le marché immobilier. Pendant 30 années consécutives, les prix de l'immobilier aux États-Unis n'ont cessé d'augmenter. La poursuite de cette hausse paraissait inéluctable, jusqu'à ce qu'en 2007, patatras, la bulle immobilière américaine a commencé à éclater. La clé de la crise est que l'augmentation continue des prix de l'immobilier était assise sur un endettement toujours plus grand des ménages américains. En réalité, il y avait une dynamique de renforcement mutuel entre les prix de l'immobilier et l'endettement des ménages. D'abord, une offre de crédit abondante fait monter l'immobilier. En effet, plus il est facile d'emprunter, plus les ménages sont disposés à acheter leur logement. Par ailleurs, l'optimisme généralisé et l'anticipation d'une hausse continue des prix de l'immobilier encouragent à la fois les ménages à emprunter pour acquérir leur logement et les banques à prêter, même aux ménages peu solvables. Si un ménage ne peut pas rembourser ses dettes, au pire, il n'a qu'à vendre son logement, il remboursera la banque et empochera une plus-value. Au renforcement mutuel entre endettement et augmentation des prix de l'immobilier a succédé le cercle vicieux de la crise. L'immobilier a commencé à baisser. Le crédit s'est donc immédiatement asséché. De nombreux ménages, dans l'incapacité de rembourser leurs dettes, n'ont pas pu renouveler leur crédit. Ils se sont donc retrouvés en défaut de paiement. Leurs maisons ont été saisies et vendues, ce qui a précipité et amplifié la baisse de l'immobilier. Certes, l'immobilier a baissé de près de 25%. Mais pourquoi est-ce que cette crise a été aussi violente, au point que c'est tout le système financier américain qui a été au bord de la faillite? La réponse à cette question réside dans ce qu'on appelle l'effet de levier. Tâchons donc maintenant d'expliquer cet effet de levier. Si un nouveau propriétaire achète un bien immobilier, une maison, il peut la financer de deux manières. La première est de s'endetter. La seconde est d'utiliser ses propres économies. Ce qu'on appelle les capitaux propres du propriétaire, c'est le montant de sa richesse qui réside dans cette maison. Ces capitaux propres sont donc égaux à la valeur de son actif, de sa maison, moins sa dette. Le levier est défini comme le ratio de la valeur de l'actif sur les capitaux propres. Prenons un exemple. Supposons qu'une maison vaut 300 000 euros et qu'elle est financée en empruntant 250 000 euros. Les capitaux propres du propriétaire sont donc égaux à 300 000 moins 250 000, soit 50 000 euros. Le levier est égal à 6, puisque la maison vaut 6 fois plus cher que les capitaux propres du propriétaire. Supposons que le prix de la maison augmente de 10%, passant de 300 à 330 000 euros. Les capitaux propres du propriétaire passent donc, eux, de 50 à 80 000 euros. Grâce à un levier de 6, une hausse de 10% des prix de l'immobilier s'est traduite par une hausse de 60% des capitaux propres du propriétaire. A l'inverse, si le prix de la maison baisse de 10%, passant de 300 à 270 000 euros, les capitaux propres du propriétaire baissent de 60%, passant de 50 à 20 000 euros. En somme, l'effet de levier multiplie les gains, mais également les pertes engendrées par les variations du prix de l'actif. Autrement dit, si vous flairez une bonne affaire, l'effet de levier permet de démultiplier vos gains. Mais si cette affaire s'avère être moins profitable que prévu, l'effet de levier peut vous ruiner. En l'occurrence, en 2008, le surendettement des ménages américains était tel que beaucoup ont été ruinés par la baisse de l'immobilier. Non seulement les ménages étaient surendettés, mais les banques l'étaient également. La situation était d'autant plus critique que toutes ces dettes avaient été accumulées au travers de nouveaux instruments financiers à la fois complexes et opaques. Au lieu de prêter l'argent de leurs déposants, comme c'est traditionnellement le cas, les banques avaient structuré des obligations spéciales afin de pouvoir emprunter sur les marchés financiers l'argent qu'elles prêtaient aux ménages. Je vous laisse imaginer le sac de nœuds qui en a résulté. Bref, les choses ont été de mal en pis.
jusqu'à ce que le 15 septembre 2008. Le scénario catastrophe, l'inimaginable, s'est réalisé. La banque Lehman Brothers, une des plus grosses institutions financières au monde, a déposé son bilan. Elle a fait faillite. Il faut bien comprendre que l'interconnexion entre les institutions financières était si forte que c'était toute l'industrie financière américaine qui était sur le point de s'écrouler. Un tel scénario aurait été absolument dramatique puisque les entreprises industrielles ont besoin de finances pour payer leurs fournisseurs et pour payer leurs salariés, bref, pour fonctionner. Les autorités américaines ont donc décidé de renflouer le secteur financier. Elles n'y ont pas été par quatre chemins. Elles ont sorti le bazooka et ont injecté 700 milliards de dollars dans leurs banques. Cette somme a été empruntée par l'État américain en émettant des obligations. Cette intervention a marqué le coup d'arrêt de la crise financière. La crise économique, quant à elle, a été beaucoup plus durable, avec un chômage qui a mis plus de 6 années à revenir à peu près à la normale. D'une certaine manière, les excès de la finance ont masqué des déséquilibres macroéconomiques beaucoup plus profonds. Mais ça, c'est un autre sujet. À la semaine prochaine pour parler justement de macroéconomie.